Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions à travers les âges, à travers le temps. On parle de jeux vidéo, on parle de manga, de littérature, de cinéma, on parle de toute la culture. Et aujourd'hui, en termes de culture, on va être servi puisqu'on aborde un sujet on ne peut plus important, celui de l'histoire de la PlayStation. Et pour parler de ce monument qu'est PlayStation, et j'ai bien dit qu'est PlayStation et pas seulement la PlayStation, nous avons un plateau de choix de qualité en la présence de Greg, éditeur, Kurokawa, pour ne pas le citer, mais aussi légende du jeu vidéo et de la presse du jeu vidéo. Merci. Bienvenue. Merci, je découvre là, vous avez tout refait pendant mon absence. Et oui, parce que tu es déjà venu, mais sur l'ancien plateau. Exactement. Donc, bienvenue sur ce nouveau plateau. Qui est donc une chaussure géante. Voilà, exactement. On ne cite pas les marques. Johan avec nous, qui est directeur du web, on va dire, chez Viacom CBS, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, moi, j'allais dire chez J1, Game One, tout ça, mais maintenant, il faut dire l'ensemble. Le groupe, oui. Voilà, bienvenue, et tu es un fervent fan de PlayStation et reconnu en tant que tel. Il paraît. Dans le monde digital. Ouais. Voilà, on dit monde digital parce qu'on est vieux. Oui, très belle présentation. Et Jean-François Maurice avec nous, bienvenue de Jeux Vidéo Magazine. Évidemment, c'est bientôt les 20 ans, si je ne m'abuse. On fête les 20 ans cette année. Voilà, on fera une grosse fiesta l'année prochaine quand ça sera plus propice. Mais ouais, c'est 20 ans de Jeux Vidéo Magazine. Et vétéran de la presse JV aussi, on peut le dire. Avec, oui, il y a des années, la création, entre autres, aussi de PlayStation Magazine. C'est peut-être pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Exactement, j'avoue qu'il y a un petit rapport. Alors, avant toute chose, maintenant, il est temps de parler de la première PlayStation. Et j'ai envie de vous dire, on va parler de ce qui était à la base qu'un lecteur CD et qui est devenu une légende. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on commence par le début. C'est somme toute assez logique, j'ai envie de dire. Mais l'histoire de la création de PlayStation est atypique, extraordinaire et peut-être même pas du tout programmée, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par où ça commence ? Tout part d'un ingénieur assez talentueux chez Sony qui s'appelle Ken Kutaragi, qui au départ gérait plutôt... Enfin, c'était un mec qui était beaucoup trop en avance sur son temps. C'est-à-dire que dans les années 80, déjà, il fait des écrans plats. Donc on lui dit non, il y a le Trinitron, c'est très bien, c'est moins cher. Après, il commence à dire on va mettre des... Qui travaille chez Sony. Qui travaille chez Sony, c'est un ingénieur chez Sony. Ensuite, il dit on va mettre des écrans à cristaux liquides partout. On dit non, le LCD, c'est moins cher. Enfin bon, bref, il a toujours des visions absolument incroyables. Et il va faire gagner énormément d'argent à la boîte et il va comme ça grimper assez vite. Et il va se retrouver, lorsque Nintendo crée la Super Nintendo, il va se retrouver à développer le processeur sonore de la console. Qui est un des processeurs sonores les plus reconnus dans le monde du jeu vidéo. Exactement. Il y a tout un tas de légendes autour de ce composant électronique. Mais voilà, donc Ken Kutaragi prend conscience vraiment de l'importance et de la puissance du jeu vidéo. Et en interne, il va lancer un projet, c'est d'associer Sony à Nintendo pour pouvoir créer justement un périphérique qui sera un lecteur de CD-ROM pour la Super Nintendo. Il faut préciser que Sony est le co-inventeur avec Philips du format CD-ROM. CD. Donc c'est quelque chose qui est inhérent à Sony. Déjà, ils ont l'habitude de travailler avec ça. Mais comment déjà il y a un rapprochement Sony-Nintendo ? Nintendo est le leader. De facto, grâce à la NES puis à la Super NES, ils sont leaders dans le monde. Et Ken Kutaragi connaît déjà l'architecture de la machine puisqu'il a bossé dessus. Donc à partir de là, il va commencer à en parler à ses supérieurs, qui vont commencer à en parler à Nintendo. Et Nintendo dit « Ok, de toute façon la Mega Drive fait son méga CD, c'est l'avenir, on y va ». Oui, parce qu'il faut rappeler, pour les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent peut-être, à l'époque, le format CD pour la console de jeu n'existe pas, ou peu, et on est plus sur du format cartouche, sur Mega Drive, sur Super Nintendo. Cartouche ou séville entre guillemets, Sony, puisque Sony est éditeur, au début des années 90, Sony est éditeur de jeux pour Super Nintendo et Mega Drive. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on va recontextualiser Sony, parce que là, aujourd'hui, évidemment, on limite, on ne peut pas dissocier PlayStation de Sony, mais à l'époque, Sony, c'était avant toute chose des magnétoscopes, des télévisions. Le Walkman. Le Walkman, on va en parler après. C'était une énorme innovation. Et là, Sony fait son incursion dans le monde du jeu vidéo par Ken Kutaragi,
pour le chipset sonore de la Super Nintendo, mais également donc dans du jeu. Ils ont Sony Imagesoft, qui est une filiale qui va décliner, entre autres, qui a pour but de décliner les franchises, les licences cinéma, entre autres, sur les consoles de jeux vidéo. Donc, parmi les premiers jeux, on va avoir Hook, on va avoir The Last Action Hero, chef-d'œuvre. On va avoir Cliffhanger, qui était pas mal de mémoire, je crois, Cliffhanger. Moyen. Si, c'était pas mal, ça se jouait. Oui, il y avait des phases un petit peu bizarres parfois. Non, on va dire que Sony Imagesoft, Sony ne va pas briller forcément en tant qu'éditeur de jeux vidéo, même si après on aura un Sky Blazer, on aura un Mickey Mania qui vont remonter le niveau. Mais en tout cas, Sony fait ses premières armes dans le jeu vidéo en tant qu'éditeur et non pas en tant que constructeur. C'est quelque chose d'important, c'est que Sony est déjà présent dans le jeu vidéo, alors via le chipset de la Super Nintendo, via le projet qu'on va évoquer après avec Nintendo aussi, mais ils sont déjà là en tant qu'éditeur en fait. Donc c'est un milieu qui Ça, on est au début des années 90, 92, 93 On est au début des années 90, effectivement, parce que la Super Nintendo et Mega Drive, on est... alors la Super NES, elle sort au Japon en 90, mais l'histoire ils commencent à parler de faire un CD-ROM ensemble dès 1989, a priori. Et le problème, c'est qu'il va y avoir... Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sony commence à faire des jeux vidéo, c'est pour s'entraîner. En fait, les premières cartouches, c'est pour s'entraîner plus tard à alimenter le futur CD-ROM. Et grosse trahison, c'est qu'en fait, entre-temps, donc Yamauchi, qui était le président de Nintendo à l'époque, il s'entretient longuement avec le PDG de Nintendo America. Et il lui dit, ouais, mais alors tu sais, par contre, la fortune de Nintendo, elle est faite parce qu'on touche des royalties sur les cartouches, puisque les cartouches sont propriétaires de Nintendo. C'est-à-dire, par exemple, tu es Capcom, tu fais Street Fighter pour Super Nintendo, mais chaque cartouche que tu vends, tu dois reverser un petit peu à Nintendo parce que tu payes le droit d'utiliser le format cartouche de Nintendo. Mais le CD-ROM, il appartient pas à Nintendo. Donc tous les jeux CD-ROM, Nintendo touchera rien. Et donc, du coup, c'est ce qui fait reculer Yamauchi, le président de Nintendo. Et là, il y a un camouflet énorme à Sony, c'est qu'au CES de 92, si je me souviens bien, on présente à la fois la PlayStation, enfin le PlayStation, qui est donc l'unité CD-ROM qui va sous la... Alors, il s'appelait déjà comme ça. Oui, il s'appelait déjà PlayStation. Avec un code espace. PlayStation. C'était en 2 mots, c'était PlayStation. Et en même temps, Nintendo présente aussi le CDI. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette machine. Malheureusement, oui. C'est un lecteur de CD Philips. C'était une espèce de fausse console de jeu. En fait, c'était un lecteur de CD qui permettait d'avoir des petits jeux interactifs dégueux. Et en gros, les deux projets sont présentés en même temps. Et du coup, ça veut... En gros, Nintendo... Attends, là, qu'est-ce que tu me dis ? Tu me dis qu'au CES de 92, donc le PlayStation, donc l'association Nintendo-Sony doit être présenté. Oui. C'est-à-dire que les gens de chez Sony, ils viennent au CES. Et ils découvrent que Nintendo fait des CD avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une grosse baffe dans la tête. Ouais, c'est une trahison très forte. Donc, pour eux, ils sont là, ouah, qu'est-ce qui se passe ? Et en plus, quand ils demandent des explications à Nintendo les traite un peu avec mépris, avec dédain, on va dire. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, écoutez, c'est plus notre priorité, mais si vous avez envie de faire un CD pour nous, ne vous gênez pas. C'est-à-dire qu'en gros, tu passes de partenaire privilégié à... Si vous voulez faire un CD-ROM pour notre machine, en gros, tu les traites comme les mecs qui font les manettes cheloues et les accessoires. Mais il y a un truc que je comprends pas. Quel est l'intérêt de Nintendo de s'associer avec Philips pour le CDI ? C'est-à-dire que Philips leur dit, on veut lancer une machine interactive, mais les jeux vidéo, c'est un peu débile. Nous, on est une marque un peu prestige, on voudrait un truc qui se met dans le salon, qui est classe, et on voudrait s'associer avec Nintendo. Et Nintendo dit, écoutez, nous, on n'a pas envie de mettre les doigts dans votre truc parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais par contre, si vous nous donnez de l'argent, on vous prête nos licences. Voilà, c'était juste un deal de licence. Voilà, exactement. Et on sait que par la suite, enfin, on le sait, nous on le sait en tout cas, le CDI, si vous en avez pas entendu parler, c'est qu'il y a une bonne raison. Et si vous en avez entendu parler, vous savez que c'est un four total en fait. Tous les enfants qui demandaient des jeux vidéo à Noël et qui se retrouvent avec le CDI, c'est des traumas. Sachant que c'était même pas une manette à proprement parler, c'était une sorte de télécommande. Mais même pas une télécommande, oui. Oui, non. Moi j'ai joué à Conforama, donc j'allais là-bas pour y jouer parce qu'il y avait Zelda, et il y avait le jeu de tennis. Je sais plus si c'était Roland Garros ou Wimbledon, voilà, mais c'était vraiment horrible. Et donc, quelle est la réaction de Sony quand John, quelle est la réaction de Sony quand En fait, la réaction de base est d'annuler entièrement tout le projet. Et en fait, c'est justement Ken Kutaragi qui, lui, a décidé de militer en interne et de montrer qu'il y avait vraiment un business possible et des forces en interne, puisqu'il développait également, apparemment plus ou moins en cachette, un processeur 3D, et c'est finalement ce qui va pousser le projet et montrer que PlayStation était capable de sortir Sony était capable de sortir une machine plus puissante que ce que la concurrence faisait.
Oui, parce que là, à la base, ils étaient juste en accessoire, quoi. Oui, exactement, Donc, c'était un complément. Hein. De toute manière, la forme de ce prototype de PlayStation en 2 mots. J'ai pu y jouer en plus. Il y a 2 versions. Hein. Il y a la version qui se collait sous la Super Nintendo, un peu comme une extension comme le Mega CD. Et également la fameuse console qui a fait rêver tant de personnes et qu'on avait vu à l'époque dans beaucoup de magazines de jeux vidéo, la fusion des deux, hein, la Super Nintendo PlayStation. Et donc ces 2 projets ont été avortés et PlayStation, là, a décidé, enfin Sony, pardon, avant que ça devienne PlayStation, a décidé d'en faire une console de salon. Ouais. Ça a été avorté, mais il y a eu quand même des unités produites, comme je dis. Quelques protos. Hein, j'ai pu y jouer. C'était assez étrange d'avoir une manette brandée Nintendo PlayStation. On a l'impression qu'elle vient d'une autre dimension, enfin une dimension parallèle. Hein. C'est la console de Terre 2, ouais. C'est ça. Pour moi, ça me fait toujours le même effet de voir du Sega chez Nintendo. Là, c'est encore plus choquant parce que Sega chez Nintendo, on a eu le temps, de s'habituer. Quoi. De voir Mario avec Sonic au départ, c'était bizarre. Là, maintenant, bon, allez, c'est passé dans les mœurs, mais c'est vrai. C'est vrai. Et donc là, on a Ken, notre cher Ken, qui va militer, lui, pour le jeu vidéo, parce que il me semble quand même, Jean-François, que à la base, chez Sony, le jeu vidéo, ils ne pensaient pas forcément que c'était quelque chose qui allait rapporter, parce que Sony, c'est une énorme filiale à l'époque qui marche beaucoup aussi avec la musique, avec Sony Music et avec le Walkman. Sony, il y a le côté Columbia TriStar aussi à l'époque. Il y a le cinéma, il y a la musique, c'est le jeu vidéo, ça n'existe pas effectivement chez Sony. Donc à un moment, c'est un choix stratégique. C'est pas anodin de fabriquer une console dans les années 90. En plus, on sait qu'il y en a eu d'autres qui ont essayé de construire leur console. On a évoqué le CDI là, mais les années 90, c'est les années de la 3DO. 3DO, c'est Matsushita. Attention, pardon, on ne peut pas dénigrer la 3DO. Je suis désolé, c'est une excellente console. J'en suis pas encore là. Mais je note, mais j'en suis pas encore là, parce qu'on a même Naughty Dog qui a fait l'un des premiers jeux, c'était un jeu 3DO, Naughty Dog. Naughty Dog, c'est pas quand même... Need for Speed, le premier sur 3DO également. Très beau, Need for Speed sur 3DO. C'était peut-être le seul jeu qui va... Ah non, pardon. Il y a Alien, Super Street Fighter de Turbo, je vous le rappelle. Bien, ouais. Attention, Road Rash, je vous le rappelle. Attention. Road Rash était mieux sur Mega Drive, à mon sens. Oh non, mais quelle infamie. En tout cas... Matsushita, c'est Panasonic aussi. Okay. Et ça crée quelque chose, parce que en fait, dans l'univers des jeux vidéo, en fait, dans le monde des gamers et de la presse spé, à un moment, quand tout le monde voit, il y a comme des rumeurs comme quoi Sony va faire, etc., il y a quand même un certain dédain, parce qu'on sait que Panasonic, ça n'a pas été super brillant, quand même, la 3DO. Donc on a tous regardé Panasonic, Sony, c'est un peu le même ADN, si tu veux. À un moment, c'est la même chose. C'est des gens qui font des télés, des magnétoscopes, bon, ok. Et puis, ils arrivent dans le monde qui est trusté par Nintendo et Sega. Et là, il y a un côté quand même, on se dit, mais ces gens-là, ils n'y arriveront jamais. Moi, je me souviens avoir fait en 94, être allé au Tokyo Game Show, etc. 94 années de sortie de la PlayStation, donc au Japon. Tokyo Game Show qui avait lieu en septembre ou octobre, en tout cas, dans ces dates-là. Et je me souviens être avec d'autres journalistes, avec ce fameux « Sony va lancer sa console », etc. Et avoir entendu des gens qui disaient « mais jamais n'y arriveront ». Jamais. Alors c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, évidemment, 26 ans après... peut sourire, mais à l'époque, des journalistes qui disaient, voilà, face à Nintendo ou face à Sega, c'est impossible. Oui, parce qu'il faut le dire, tu l'as précisé, mais à l'époque, Nintendo et Sega écrasent tout, et on voit, honnêtement, faut être honnête, qui aurait pu penser qu'un troisième acteur crédible pouvait arriver. Une fois encore, d'autant plus qu'il y en a d'autres qui ont échoué dans les années 93 ou 92-93. En tout cas, on a tout ce qui est 3DO. Enfin, 3DO, il y a la Jaguar. C'est pas une console. Il y a la Jaguar d'Atari. Oui, il y a la Panasonic, il y a la Goldstar. Exactement, il y a différents modèles de 3DO. 3DO, c'est un standard qui est décliné par différents constructeurs, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a différents modèles. Puis après, effectivement, il y a la Jaguar d'Atari, qui à l'époque est une console. Moi, je me souviens sur Joypad, on avait fait une superbe cover avec la console la plus puissante du monde. Et je m'en rappelle très bien. Il n'y avait pas des grilles. C'était gris. Merci, un fan. Voilà. Mais oui, c'est superbe. En théorie, hormis Doom, il n'y a jamais rien eu sur la Jaguar. Alien Predator, ouais. C'était le seul jeu. C'est tout. Qu'est-ce que vous êtes sympathique, vous êtes gentil quand même. Mais c'est une super manette calculatrice, en tout cas. Non, mais c'est le problème de tous ces gens qui faisaient des machines sans jeu derrière, quoi. Et c'est ça aussi qui fait que Ken Kutaragi va gagner avec la PlayStation, c'est que il va aller à contre-courant de tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'époque où tout le monde fait de la 2D. Et ben lui dit non, moi ma machine elle fera de la 3D. À tel point d'ailleurs que la PlayStation elle a beaucoup de mal à faire de 2D vu son architecture. Mais voilà, il se dit non, moi on va faire de la 3D texturée en plus, ce qui est assez incroyable pour l'époque. Totalement dingue, puisque rien que le jeu de combat qui lidait la console au lancement, Tekken, quand on le comparait à Virtua Fighter en face sur Saturn, il n'y avait pas de texture. Donc vraiment il y avait un tel gap graphique
qu'il n'y avait même pas photo. Enfin, On va y on venir sur rigolait, la quoi. 3D. Mais en parce tout que cas, c'est très intéressant. il va vers la 3D alors que tout le monde fait de la 2D. Et en fait, il va très très vite comprendre que la puissance, c'est important, mais il faut qu'elle serve à quelque chose. Et par chance, Namco se fâche avec Nintendo à cette époque-là, parce que justement, Namco aussi, eux, ils veulent faire des jeux de plus en plus avancés technologiquement. Et ça fait plusieurs années d'ailleurs que Namco essaye de créer une console. Et donc les ingénieurs de Namco ont la même vision que Ken Kutaragi. Ils veulent faire de la 3D parce qu'ils pensent que c'est l'avenir. On voit d'ailleurs, c'est ce qui arrive en arcade avec Virtua Fighter, Voilà. avec Ridge Racer, etc. C'est la volonté. Quel point de départ Virtua Fighter, parce que tu parles de Namco. Namco aussi, c'est le grand rival en arcade. À l'époque, il y a des salles d'arcade, Sega. c'est le grand rival de Sega. Et effectivement, en 1993, c'est la sortie de Virtua Fighter, qui est une claque pour tout le monde, parce que c'est vrai que quand on voit Virtua Fighter, on s'en souvient tous, on a fait waouh, c'est clairement. beau ne pas être texturé. Alors que c'est cubique. Oui, non, mais pour Oui, mais les l'époque, caméras font des. Enfin, ça ressemble aux jeux vidéo, ça ressemble aux faux jeux vidéo que tu avais dans les films de SF des années Exactement. 80. Voilà. C'est ça. Et Virtua Racing, Virtua Fighter, tout le monde est là. Wow. c'est assez dingue. C'est quand même le jeu qui, à un moment, va dire la 3D, c'est bien, en fait. Parce que au début des années 90, des jeux en 3D, il y en a quand même, en fait. Voilà. Sur PC, il y a quand même des choses. Il y a Doom qui arrive aussi en 93, qui est un jeu aussi 3D, en fait. Voilà, le moteur de John Carmack. Et puis après, on a ce Virtua Fighter en arcade qui est une claque. Et tout le monde se dit, waouh, la 3D, ça a un vrai sens. Et tout le monde a commencé à vraiment s'intéresser à la 3D. Et quand on parle de software, parce qu'évidemment, il faut avoir du soft pour lancer une console, et au-delà des jeux après comme Tekken, etc., le jeu qui lance la PlayStation, c'est Ridge Racer, voilà, qui est un jeu, et c'est Namco. Pourquoi pareil? Parce qu'en arcade, il y a les jeux de course de Sega. Daytona USA. Mais on a Daytona, on a Sega Rally, c'est ça qui fait... Enfin, on a tous passé des heures et des heures là-dessus, à la tête dans les nuages. Voilà, c'était génial, on s'est tous éclatés là-dessus. Et c'était l'arcade à la maison. Exactement. Et quand ils arrivent à la PlayStation, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de gap technologique. Il y a un moment, quand la PlayStation elle arrive, on a tous eu cette impression de dire j'ai l'arcade à la maison. Mais oui. Ridge Racer, oui. C'est Alors, Ridge Racer, mais quelle classe. Ne serait-ce que, puisqu'on y est, parlons-en, ne serait-ce qu'avec le CD de démo de la PlayStation, on avait un dinosaure. Oui. Oui. C'est ça qui convainc tout le monde. C'est-à-dire que Ken Voilà, Kutaragi. Juste avec la tête d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Après, tu peux le voir marcher et tout. Hein. Oui, C'est, nous, mais je crois qu'au départ, justement, il avait juste. Il y a la tête et après il apparaît en entier. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que Ken Kutaragi, il arrive à s'adjoindre la complicité de Namco, mais derrière, les gens ils veulent pas signer. Sony, on s'en fout, machin. Donc même chez les éditeurs, les éditeurs sont plutôt froids en fait. Et donc Ken Kutaragi fait un coup de poker. Il invite les 100 et quelques plus grands éditeurs japonais. Il les fait venir à un gala, il les enferme dans une pièce sombre, et là, hop, il projette le dinosaure qu'on connaît, donc le fameux T-Rex en 3D. Et il a la manette à la main, il dit regardez, voilà, notre console, c'est ça. Et la légende raconte que les mecs sont partis en courant pour téléphoner vite, il faut faire un contrat avec Sony tout de suite. Voilà. Et a priori, c'est comme ça que d'un seul coup, tous les développeurs japonais se sont mis à faire des jeux sur PlayStation. Et pourquoi le tyrannosaure? Parce que c'est l'époque aussi des Jurassic Park, Bien etc. sûr. Donc à un moment, tout le monde a cette image du tyrannosaure de Jurassic Park en tête, etc. Et qu'à un moment, ça arrive sur une console. Voilà, et que les effets spéciaux de Jurassic Park sont c'est ceux qui amènent la 3D au cinéma. Ouais, exactement, il y a une claque graphique et là aussi, il y a un gap technique dans le cinéma qui arrive juste après, donc sur console. Et donc, il est temps maintenant d'accueillir un nouveau challenger, la PlayStation. Parce que là, concrètement, ça y est, on y est. Ils ont réussi à convaincre tout le monde, à s'adjoindre des studios et des développeurs. Donc, en 94, au Japon, sort la PlayStation. Déjà, j'ai envie de m'adresser à vous tous. Johan, tu n'étais pas dans la presse à l'époque, mais tu as ton avis aussi sur la question. Est-ce que quand sort la PlayStation, vous y croyez, Jean-François? Alors, très franchement, oui. Enfin, moi, j'ai toujours été... je suis curieux et assez positif. J'étais un fan de la marque Sony. Moi, j'ai été biberonné au Walkman, donc c'est l'avantage de la vieillerie, c'est qu'à un moment, Sony, c'est une marque qui évoque quelque chose pour c'est de moi. l'innovation. J'en ai rêvé, Sony l'a fait. Hein. C'est l'excellent slogan de Sony. Donc à un moment, on ne peut que regarder. Et puis nous, on avait suivi l'avantage d'être dans la presse spécialisée, c'est que les fameuses démos de dinosaures, etc., c'est des choses qu'on a suivies, donc on les a vues, donc on les voit arriver. Après, effectivement, le nerf de la guerre, on sait que c'est le soft. C'est l'histoire des consoles de jeux. Voilà, c'est le jeu qui fait le succès des consoles. Voilà. Et quand Sony démarre, il démarre avec Ridge Racer. Ridge Racer, une fois encore, moi je me souviens, elle a dû sortir le 3 décembre au Japon. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Greg? C'est ça, on l'a reçu le 5. Ouais, voilà, un truc comme ça. Donc, ça veut dire on l'allume et vraiment,
Enfin, c'est le moment. On a tous en tête aussi le fameux son de démarrage. Il faut absolument le mettre, mais parce que c'est iconique, le son de démarrage. Et puis on a ce Ridge Racer, c'est-à-dire que Sony nous amène l'arcade à la maison. C'était le début de la fin de l'arcade, d'ailleurs. Les salles d'arcade derrière. Pourquoi j'allais jouer à Ridge Racer alors qu'on l'avait à la maison? Alors que j'avais à la maison. Je m'installe dans mon salon, je vais pas mettre des pièces. Enfin, voilà. Et le soft va faire vraiment la différence. Et en fait, au moment où on voit Ridge Racer, on se dit pas est-ce qu'ils vont réussir. On se dit c'est quoi la suite. C'est ça qu'on se dit. Et on se dit waouh. Et puis derrière, ils ont enchaîné parce que. Et la suite, c'est Toshinden, c'est exactement. Tekken, c'est tout ça. Alors, ils ont enchaîné très vite avec des titres où il fallait y jouer. Voilà, et tu parles de Toshinden, c'est assez intéressant parce qu'il y avait à l'époque, je me rappelle, moi je lisais la presse et j'étais un passionné de jeux vidéo déjà. Et bon, je vais vous dire la vérité, j'ai une anecdote sur Toshinden, c'est que j'avais pas d'argent pour acheter la console, elle était sortie l'année d'après en France à 2099 francs. 2400. Et je faisais croire à mes potes que je l'avais, et j'avais échangé des jeux pour avoir Toshinden, et je leur montrais à la fenêtre de chez moi. J'ai dit, mais bien sûr que je l'ai, regarde. T'avais le jeu et pas la console. Exactement. Voilà. C'est un début. Ça, c'était une incroyable aventure. Toi, Johan, quand t'entends parler de la console, t'es déjà joueur? Alors, j'en entends parler à travers les magazines. Spécialisé. Puisqu'il Et y avait pas évidemment, Internet. il y avait j'ai le même affect pour Sony. C'est-à-dire qu'à l'époque, Sony, c'est le Japon, Sony, c'est le futur, Sony, c'est la high-tech. Et tout de suite, tous les articles qui montrent même les premiers visuels de la console, ça vend du rêve. Même si elle reprend énormément de codes de Nintendo, le même gris, etc. C'est le futur, c'est la puissance, le format CD qu'on n'avait pas. Parce qu'en France, on n'avait pas... Enfin, le méga CD était quand même hyper rare, hein, hormis le voir en rayon dans un magasin. Il était cher pour ce que c'était. Voilà. Et donc, c'est vrai que bon, maintenant, la galette peut faire sourire, mais même le rayon comment ça s'appelle, l'espèce d'arc-en-ciel que peut envoyer la galette, c'est le futur. On se disait, la machine arrive. Et ensuite, quand elle arrive en France avec une campagne marketing complètement dingue, évidemment, j'étais totalement... j'étais la cible, en fait. Tu avais quel âge? Je devais avoir 15-16 ans, je pense. Donc, tu étais totalement le début de la cible de PlayStation. Bon, toi, Greg, tu es pareil que Jean-François, tu étais déjà dans la presse. Hein, oui, à l'époque. Ça nous faisait rêver parce que la PlayStation, on y croyait, parce que surtout, ce qu'alignait Sega en face, c'est-à-dire qu'on choisissait la console qu'on allait acheter, parce que la Saturn sort 2 semaines avant la PlayStation au Japon. Et effectivement, les jeux qui sont présentés, ils ont l'air d'être moins bien sur Saturn. C'est-à-dire que les jeux qui arriveront dans 1 an sur Saturn ont l'air bien, mais à la sortie de la console, il n'y a pas grand-chose face à la PlayStation. Donc, la Saturn, on le rappelle, c'est la console de Sega. Qui est 32 bits, qui s'est fait balayer par la PlayStation. Et qui, bizarrement, en fait, ils n'ont pas vu PlayStation venir, quoi. Non, pas du tout. En fait, ça a été la panique, parce que justement, Sega s'imaginait qu'ils allaient continuer à régner en 3D sur l'arcade et en 2D à la maison. Et quand ils se rendent compte que la PlayStation, c'est une console qui fait de la 3D, ils se disent « Oh, vite, il faut qu'on trifouille la Saturn aussi ». Et du coup, la Saturn fait une 3D, mais qui est moins bonne. Enfin, elle peut faire aussi bien que la PlayStation, mais c'est très compliqué, donc les programmeurs se cassent le nez dessus. Et puis la PlayStation, c'est propre, c'est un bloc, etc. Là où la Saturn, la première Saturn, elle a un design un peu plus plastoc, là où tu as l'excellence de Sony, qui sont des fabricants de télé et qui savent te faire un objet très très beau. Et puis il y a un truc qui est très malin aussi, la Saturn le faisait, mais là où Sony, ils ont été malins, c'est qu'ils ont dit, et en plus, elle lit de la musique. Mais oui. Alors que tout le monde lit de la musique. Enfin, tu vois, la 3DO aussi, tu pouvais lire de la musique sur ton méga CD et tout, mais Sony, on a fait la pub et les artistes de Sony Music parlaient de la PlayStation, écoutez mon album sur... Alors, je parle des artistes japonais. Hein, et Sony, justement, commence au Japon à offrir des PlayStation à tous ces artistes. Donc, les artistes deviennent fans de jeux. Et du coup, ils en parlent dans les interviews, etc. Ils disent mon album que vous pouvez cutter sur la PlayStation, qui lit aussi les CD, machin. Enfin, ça commence à rentrer comme ça dans l'esprit des gens. Un nouveau marketing, hein, tu en parlais, Johan, c'était les pubs PlayStation. Je vous propose d'en regarder une parce que là, on est sur vraiment un tournant pour le jeu vidéo. Un rang de France. Votre enfant a peut-être été exposé à la puissance de la PlayStation. Examinons bien tous les symptômes. Un exemple. Ici, le bouton du haut. C'est évident, ce jeune homme est victime d'un relâchement de sa personne. Et tout ça parce qu'il s'adonne à Toshinden. Pour des raisons de sécurité, vous n'en verrez que quelques secondes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation.
Voilà, donc là, quand je parlais d'agressivité, c'était dans le sens où, effectivement, PlayStation ne s'adresse plus aux enfants, il s'adresse aux adolescents, aux jeunes adultes, et va, on va dire, déplacer le marché du jeu vidéo, qui était jusque-là destiné aux enfants, en tout cas pour les consoles de salon. Qu'est-ce qui se passe là quand on voit ça, moi je me rappelle, quand je vois ça à la télévision, mais je me dis, il me faut absolument cette console. On voit quasiment rien du jeu, mais ça donne envie. Ils ont été très forts en termes de positionnement. C'est ce que tu soulignes, c'est qu'effectivement, à l'époque de la guerre Nintendo-Sega, Nintendo, c'est la console de la famille, on est sage, c'est pour les enfants, on sait que dans l'univers Nintendo, on peut faire jouer les kids. Sega jouait la carte du un peu plus rock'n'roll. Le rebelle. Ouais, exactement. Sega, c'est le rebelle, c'est voilà. plus fort que toi. Exactement. C'est punk. Il y avait un côté comme ça. Et Sony décale encore, fait du jeu vidéo, effectivement. On passe du jouet à l'objet high-tech, déjà. Parce qu'il y a aussi l'historique Sony. Bien sûr. Il y a un moment, Sony, c'est l'inventeur du Walkman. Ils ont cette image-là. Donc, à un moment, c'est un objet high-tech. Et puis, à un moment, aussi, eux, ils disent, c'est plus un jouet, etc. C'est un objet hype. C'est vraiment le côté c'est l'objet qu'il faut avoir. Et les jeux répondent à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on fait Sonic et Mario, oui, on sait à qui on s'adresse, a priori, quand même. Et Sony va sortir une campagne de pub avec le comité anti-PlayStation qui est vraiment audacieuse. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'oseraient plus faire ça, parce que l'époque ne peut plus, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Clairement. Voilà, personne n'oserait faire ça. Et pourtant, c'était hyper courageux. Le comité de faire de l'anti-publicité pour promouvoir la console, c'est brillant, effectivement. Et on a tous en tête les pubs. Là, on en a vu une, mais il y en a plusieurs qui sont déclinées. Et à chaque coup, c'est brillant. Le comité anti-PlayStation, ils sont grotesques. Et ils symbolisent un petit peu l'ancien monde du jeu vidéo, quelque part. Ils symbolisent un peu les procès qu'il y a eu, en fait, aux États-Unis pour Nintendo et Sega à une époque, quoi. Et contre Doom, et contre Night Trap, on parlait du Mega CD tout à l'heure, voilà, et qui ont été au cœur de procès. Mortal Kombat à l'époque, il ne faut pas oublier aussi, on est dans les années Mortal Kombat, donc il y a eu quand même, c'est la naissance de l'ESRB aux États-Unis dans ces années-là, il y a eu quand même des procès aux États-Unis, il y a eu aussi le massacre de Columbine, qui est quand même une tragédie qui a été reliée aux jeux vidéo à un moment, donc on est dans un truc où le jeu vidéo, oulala, c'est pas bien. C'est mal. C'est mal, voilà. Et PlayStation, c'est la promesse d'une expérience nouvelle. Déjà parce que le support est nouveau, parce que les 3D c'est nouveau, parce que le marketing est nouveau. Ils réussissent vraiment à faire quelque chose de très très fort. Ils renouvellent complètement le spectre du jeu vidéo et ils vont repositionner le jeu vidéo sur un marché beaucoup plus adulte, qui est le marché aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que c'était il y a 26 ans et Sony, avec la première PlayStation, Ils sont réinventés en fait. Donner ses lettres de noblesse en quelque sorte aux jeux vidéo, si tu veux. À un moment, ce qui était considéré comme un loisir pour gamins attardés, enfin même s'il y a toujours des gens qui considèrent que c'est un loisir pour gamins attardés, ça fait 25 ans qu'on essaie de leur expliquer que non, mais voilà, il y en a. Sony néanmoins, avec la PlayStation, va vraiment propulser le jeu vidéo dans une nouvelle galaxie. Mais je pense que, pour rebondir sur ce que tu disais, tu as tout à fait raison, dans le sens où Sony, c'est l'objet high-tech, c'est la technologie, c'est l'innovation, et donc leur console et leur positionnement doit être celui-ci. Comme Nintendo, c'est un fabricant de jouets à l'époque, et donc le positionnement qu'ils ont, c'est toujours produire quelque chose de familial. Ouais. Donc là, on a un nouveau challenger, mais on l'a dit, qui va écraser Sega, mais littéralement. Comment, justement, est perçue l'arrivée de la PlayStation dans le monde, et notamment en France? Elle sort en septembre 1995, je crois, en France, donc quasiment un an après. Comment on l'accueille en France? On l'accueille d'une manière absolument phénoménale, c'est-à-dire que le septembre, donc c'est la rentrée de l'école, donc c'est toutes les nouvelles émissions qui démarrent. Toutes les émissions à la télé sont sponsorisées par PlayStation. Chez Arthur, tu gagnes des PlayStation. Au Big Deal, tu gagnes des PlayStation. Ophélie Winter, elle joue à la PlayStation. Jamiroquai, il joue à la PlayStation. Tu entends parler de la PlayStation matin, midi et soir, que ce soit par les stars, que ce soit par les lots qui sont offerts, Europe 1, machin. Tout le monde offre des PlayStation. Sony profite de son carnet d'adresses de stars et de médias et arrose tout le monde via Sony Music. D'ailleurs, l'équipe marketing qui gère le lancement de la PlayStation en France, c'est des gens qui viennent de Sony Music. Mais ça a permis de normaliser le jeu vidéo. Exactement. Ce que tu disais tout à l'heure, le jeu vidéo, c'était effectivement pour les gamins, les nerds un peu, etc. Sony, ça rend le truc cool. C'est que d'un seul coup, voilà, on n'a plus honte. À un moment, on peut avoir 20 piges et dire « mais moi, je joue aux jeux vidéo ». Voilà. On peut dire aujourd'hui concrètement que Sony, justement, c'est Sony qui a rendu le jeu vidéo cool et qui l'a fait entrer dans la culture, en fait. Alors oui. La culture au sens large du terme. Ça a étendu le spectre, on va dire. Parce oui. que c'est surtout que ça n'a pas coupé. Les jeunes jouent toujours. Il y a toujours toutes les tranches d'âge. C'est juste ça a permis d'étendre un peu
le spectre de joueurs. C'est ça qui est, Tout comme la Wii aussi la Wii Nintendo a permis aussi d'élargir encore avec un public au final, encore plus familial. Oui, mais sans le rendre cool. Là, on a vraiment l'aspect où, ça y est, ça devient... pendant un moment, comme vous l'avez tous dit, quand on jouait aux jeux vidéo à l'époque, au début des années 90, dans les années 80, etc., c'était un peu marginal, quoi. On était... il y avait, on va dire, les gens, ils faisaient du sport, il y avait les autres, ils jouaient aux jeux vidéo, quoi. Et les deux se mélangeaient pas vraiment. Et là, vrai. en vrai, avec la PlayStation, j'ai l'impression que, en fait, tout le monde s'approprie le jeu vidéo. Il y a ce côté-là. C'est-à-dire qu'avant, c'était oh là là, il joue aux jeux vidéo, c'est un débile. Maintenant, c'est devenu oh là là, il passe ses journées aux jeux vidéo, c'est un relou. Mais il est relou à jouer aux jeux vidéo, mais c'est pas débile de jouer aux jeux vidéo. C'est juste qu'il sait pas s'arrêter. Donc c'est vrai qu'il y a une nuance qui a été créée de ce côté-là. Mais je dirais pas qu'elle a fait rentrer le jeu vidéo dans la culture non plus, hein, parce que on peut, Super Mario c'était déjà connu, et puis Pac-Man, évidemment. Je veux dire, c'est pas toi qu'on va dire l'impact culturel de Pac-Man, mais ça existait déjà. C'est juste que ça a permis aux adultes de jouer aux jeux vidéo, et effectivement, comme C'est dit exactement Jean-François, là où je voulais vous emmener. Ça a normalisé. ça a normalisé technologiquement le jeu vidéo. C'est-à-dire jusqu'à présent, les gens qui connaissaient pas le jeu vidéo, ils voyaient des cubes qui faisaient bip bloup, tu vois. Et là, tu peux plus. Là, t'as Ridge Racer, t'as machin. Tu dis ah ouais non, ok, en fait c'est de la 3D, c'est super beau. Et surtout, il y avait des jeux également pour tous les publics, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. C'est que là, quand on était face à des Tomb Raider ou Metal Gear Solid, mais évidemment, c'était des jeux cinématiques et qui pouvaient étendre pareil à un autre public. Parce que... C'est avec la PlayStation que la presse cinéma commence à parler de jeux vidéo. Alors, c'est là où le rapprochement entre le cinéma et le jeu vidéo se fait de plus en plus pressant, parce qu'on a déjà, tu parlais de Metal Gear, la PlayStation c'est une usine à rêves. Moi je l'appelle comme ça vraiment parce qu'on a des titres fabuleux, et ce qui est assez étonnant c'est qu'on a aussi des titres fabuleux mais qui sont également sur Saturn en fait. On a des titres multiplateformes, Tomb Raider l'était, mais qu'on va retenir et qu'on va même identifier comme étant PlayStation. Alors, on va venir sur les jeux après, mais j'aimerais aborder un aspect important parce que le temps, on court après le temps. C'est comment PlayStation est devenu l'icône qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de jeux vidéo, pour beaucoup, quand ils parlent d'une console, peu importe si c'est une PlayStation ou non, ils vont dire arrête de jouer à la PlayStation, etc. Pour des gens d'un autre âge ou d'une autre génération, PlayStation, c'est devenu le jeu vidéo. Comme Nintendo le fut à une époque. C'est-à-dire que dans les années... Toutes les consoles portables étaient une Game Boy. Ouais. Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est PlayStation, mais sur plusieurs générations. Là, il y a la PlayStation 5 qui est parmi nous. Ça a traversé les générations. Comment vous l'expliquez ? Il faut encore que c'est parce que la PlayStation est un objet hype. C'est-à-dire que les consoles de Nintendo, elles sont extraordinaires, hein, très franchement. La Wii, c'est un monument. La Switch, elle est géniale. Il y a des jeux qui sont aussi monumentaux, etc. Sauf que j'ai quand même le sentiment que avoir une Wii, c'est bien, mais c'est pas hype et c'est pas cool. C'est pas avoir le dernier iPhone. On est quand même sur une approche assez techno avec PlayStation parce qu'il y a l'héritage Sony, parce qu'il y a cette marque derrière, qui est une marque technologique. Donc, aujourd'hui, c'est cool d'avoir le dernier iPhone. En fait, c'est cool aussi d'avoir la PS5. C'est-à-dire que pour le lancement, tu évoques le lancement de la PS5, c'est une super bécane, sauf que pour le lancement, par exemple, il n'y a pas spécialement beaucoup de jeux, tu vois, hormis le Spider-Man Miles Morales, etc. En fait, des jeux de lancement. Qui est dispo sur la 4 en plus. Qui est dispo sur la 4, mais qui a été conçu pour la 5. Néanmoins, c'est l'un des rares jeux qui a été vraiment conçu pour Next-Gen. En fait, il n'y a pas de jeu. Alors, on dit que c'est le jeu qui fait. Mais sauf que c'est cool d'avoir la PS5. Alors, déjà, parce qu'en termes de design, en termes de look, elle est juste. Elle fait pas l'unanimité. Non, elle divise. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que moi, je la trouve belle, en tout cas. Déjà, et puis, la manette, elle a la DualSense, et puis elle a la DualSense, pour le coup, même technologiquement, elle apporte des choses. Donc, à un moment, on est toujours, tu vois, dans l'approche technologique. Sony, on va pas refaire l'histoire là en 10 minutes, peut-être des 26 ans, mais en tout cas, tu vois, le PSVR, la réalité virtuelle, c'est Sony. Cette manette-là aussi, elle apporte quelque chose. Donc, voilà, il y a quand même des innovations aussi. Alors, tu vas me dire, Nintendo aussi. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce qu'on parlait du Walkman, la PlayStation 1 apporte le CD, la PlayStation 2 apporte le DVD. Oui, ça c'était ouf. Et la PlayStation 3 apporte le Blu-ray. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose en plus, en fait. Ça devient des machines multimédia. C'est-à-dire que contrairement aux consoles Nintendo qui sont... Mais Nintendo n'a jamais revendiqué autre chose, attention. Nintendo a toujours dit on fait des consoles de jeux qui sont des consoles de jeux. Ils ont des jeux extraordinaires dessus. Et voilà, c'est très clair. Et justement, quand tu es une famille que tu l'achètes, tu sais ce que tu achètes.
PlayStation, ils ont très tôt, comme le disait Greg tout à l'heure, joué la carte du on peut lire des CD, derrière on peut lire des DVD, on peut lire des Blu-ray derrière. Aujourd'hui, tu as Netflix qui est sur la PlayStation, qui est aussi sur, attention, chez la Xbox, attention, Sony, aujourd'hui, il y a quand même aussi Xbox en face. Donc, mais en tout cas, ce sont des machines qui sont multimédia. Ça ne fait pas, l'idée c'était, pendant très longtemps, après il y a eu différentes années, ils ont communiqué différemment là-dessus, mais ça ne fait pas que du jeu vidéo. C'est-à-dire que derrière, tu peux regarder tes séries préférées. En gros, depuis 26 ans, la PlayStation a sa place sous une télé. C'est ça, en fait, qu'ils ont réussi à faire. Et pour revenir, là, on va revenir sur les jeux. Johan, toi, les jeux PlayStation, est-ce que c'est pas les jeux les plus marquants pour toi en termes de diversité de licences et de public? Justement, je vais te répondre en rebondissant sur ce que tu viens de dire juste avant. En fait, je pense que les gens achètent également PlayStation parce que derrière, ils savent qu'ils vont avoir un certain nombre de licences ou de futures expériences qu'ils ont déjà vécues et qu'ils souhaitent continuer à vivre. Je pense que, certes, sur PlayStation, la première, on a découvert des line-up, des jeux, etc. Et sur PlayStation 2, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été très attendue, que les gens ont préféré attendre la sortie de la PlayStation 2 plutôt que tout de suite acheter la Dreamcast, parce qu'ils savaient qu'ils allaient retrouver des jeux, des licences qu'ils avaient déjà eues sur PlayStation. Il y avait déjà un affect dès la première PlayStation. Je pense que, certes, c'est ce qui a fait défaut à la PS3, mais c'est sans doute ce qui va faire le lien entre la PS4 et la PS5. C'est-à-dire que tout ce que les joueurs ont vécu, là, les 110 ou 120 millions de joueurs ont vécu à travers les jeux PlayStation, je parle de The Last of Us, God of War, etc., ils ne souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir continuer cette expérience sur PlayStation 5. Et ce n'est pas forcément la hype de l'objet, je pense que c'est la hype du contenu. Là, d'ailleurs, c'est un peu c'est plutôt la guerre du contenu plutôt que celle du contenant. Parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a très peu de différence d'une machine à une autre, que la PS5 et la Xbox série X, pardon, j'ai toujours du mal à m'y retrouver, série X, il y a finalement très peu de différence. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est les studios derrière, c'est les jeux vidéo. Après tout, une fois qu'on est devant la télé, on joue à quoi? C'est le jeu vidéo qui fait le lien entre le joueur et ça, la machine. l'a compris assez tôt, assez tôt, et sur le la première génération. Et le construit là, vraiment. Je pense que depuis officiellement, même en interne, depuis la création de leur PlayStation Studio, qui regroupe tous les studios internes, on sent que là, ils ont vraiment compris que c'était leur avenir, qu'au final, Sony, comme tous les fabricants, vendront de moins en moins de hardware sur la durée, parce qu'il y a le cloud gaming, que la technologie a subi un certain gap. Et évidemment, c'est le jeu vidéo qui fera toute la différence. Oui, parce que là où, quand la PlayStation 1 est arrivée, il y avait une claque monumentale techniquement et graphiquement avec la 3D, évidemment, au fil du temps, ce gap s'est amenuisé pour voir être parfois, comme on le voit aujourd'hui, en vrai... Je ne suis pas d'accord vraiment, je suis pas vraiment d'accord parce que ne serait-ce que la PlayStation 4 ou la Xbox One, certes, les jeux qui sont sur PlayStation 4 sont moins beaux que sur un PC très cher, mais justement, le PC très cher, il est très cher. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. C'est pas en ce sens-là que je disais ça. Et je pense que quand le grand public, qui est aussi le socle qui a fait le succès de Sony, quand il va voir la démo de la PlayStation 5 en magasin, tu vois, quand tu passes dans les magasins de hi-fi et que tu as les grands écrans, tu as 50 télé OLED machin, et sur toutes va y avoir la démo d'un jeu PlayStation, les gens vont être là, waouh, c'est super beau, c'est encore plus beau que la 4. Alors que... Je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Tu crois que les gens ne vont pas voir la différence? Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y a déjà un parc de télé 4K qui n'est pas énorme. Les gens sont en HD, voire en Full HD. Et aujourd'hui, sur ce qu'on a pu voir, évidemment, il y a une différence, encore heureux. Mais est-ce que c'est cette différence qui fait que les gens ont envie d'acheter une nouvelle console? Je ne pense pas. C'est mon avis. Non, je dis pas qu'ils vont l'acheter parce que c'est plus beau. De la 2D à la 3D, il y avait c'est un mélange d'impactant. C'est un mélange à la fois de cette beauté graphique, mais aussi, comme disait Jean-François, d'avoir envie d'avoir la nouvelle PlayStation. Ouais. J'ai la nouvelle PlayStation. C'est aussi un statut social. C'est aussi une promesse sur les soft avenirs. Ce que tu soulignes, c'est qu'à un moment, on sait qu'on va avoir God of War qui va arriver. Voilà, on ne va pas se mentir, on l'attend tous. Voilà. Donc à un moment, Ragnarok, ça ne sera pas 2021, ça sera 2022. Mais on sait qu'on veut la PS5 parce qu'on aura le God of War et la suite de ces aventures. Parce que, mine de rien,
c'est le soft, on l'a toujours dit, et ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le jeu qui fait le succès ou l'insuccès d'une machine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Sony ou les Microsoft, ils rachètent des studios à tour de bras. C'est pas un hasard si Microsoft rachète Bethesda. Bethesda, c'est Doom, c'est Skyrim, etc. Parce qu'ils veulent ce qu'on appelle... tu as la même chose dans le monde de Netflix, dans le monde du cinéma, avec Amazon et Netflix, etc., sur les originals. C'est qu'à un moment... Si tu veux jouer à God of War, il faut que tu sois chez PlayStation. Tu veux jouer à Halo, il faut aller chez Microsoft. Tu veux jouer à Mario, tu vas chez Nintendo. Donc le contenu original, c'est ce qui fait effectivement que les gens vont venir ou pas. Pour le lancement de la console, c'est un moment particulier quand même, parce qu'effectivement, les jeux, ça prend du temps à développer. Il faut compter en moyenne 3 ans pour développer un gros jeu, on va dire. Voilà. Après, il y a des exceptions, mais en moyenne, on va dire que c'est 3 ans pour développer un gros jeu. On se doute bien qu'ils n'ont pas commencé il y a 3 ans, les développeurs des studios internes, parce qu'il y a 3 ans, ils étaient sur des jeux PS4, parce que le marché aujourd'hui, c'est la PS4. Et c'est pour ça que, apparemment, les jeux PS4 et PS5 seront, en tout cas, cross-platform. Compatibles, pendant 2 ans. Dans un premier temps. Le temps que les jeux le purs... parc s'installe et après, une fois encore, développer. Miles Morales, le Spider-Man, a été développé pour PS5, il a été a priori downgradé pour PS4. Donc c'est un jeu quand même pensé pour la PS5. Donc, voilà, c'est peut-être le seul d'ailleurs de jeu de ces consoles next-gen. Ça reste quand même le moteur de la version PS4. Donc. Oui, tu mutualises les coûts, en fait. Mais oui, c'est de plus en après, plus cher. On ne peut pas aussi leur de faire reprocher de se couper d'un parc de 110 ou 120 millions de joueurs. On parlait justement, c'est 110 millions, je crois. La PS4, c'est la deuxième console la plus vendue au monde. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des tops de consoles, on parlait de la PlayStation 2 aussi. Ouais. Voilà, juste, c'est données Statista, donc ça vaut ce que ça vaut comme données, mais en tout cas, dans le top des consoles de salon, donc il n'y a pas les consoles portables, sur le top 15 historiquement des consoles de salon vendues, dans les 5 premiers, il y a 4 PlayStation. Numéro 1, PlayStation 2. C'est la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, la console de salon. Numéro 2, PlayStation 4. Ils n'ont pas dépassé la Game Boy aussi C'est pour ça, c'est Il n'y a que des consoles de salon. Consoles de salon dans le classement. Attention, parce qu'effectivement, les Game Boy sont très très élevés aussi. La numéro 3, c'est la PS1. Ouais. Voilà. Après, on a la Wii. Ouais. Voilà. Et après, on a PS3. il en manque une, la PS3 qui est au coude à coude avec la Xbox 360. Ouais, 3, 4 Mais quand tu regardes le top des ventes de consoles, pour parler du phénomène PlayStation, puisque c'est l'objet aussi de cette émission, tu prends le top des ventes de machines, dans le top 5, il y en a 4 de PlayStation. Sachant que, encore une fois, PlayStation est arrivé à une époque où c'était ultra dominateur avec 2 constructeurs qui écrasaient tout sur leur passage. Ils sont venus en tant que vraiment challenger. Et au final, en très peu de temps, ils se sont imposés dès leur première console et ils se réimposent après. Il faut le dire, je pense qu'on va parler un petit peu sur ces dernières minutes de la PS2. Ouais. Parce qu'avec la PS2, on a... Qui était encore plus folle, en fait. On a, en fait, c'est même pas une confirmation, mais c'est une suprématie, en fait, qui s'annonce. En fait, quand Ken Kutaragi réussit son coup de poker avec la PlayStation 1, d'un seul coup, Sony se rend compte que on gagne plein de fric avec le jeu vidéo, donc on lui laisse les commandes et dit voilà, la PlayStation 2, ça sera les motion engine, ça va être, on va faire les gens en ont marre que les cinématiques soient belles et que les jeux vidéo soient moches derrière, on va faire des jeux aussi beaux que les cinématiques. Et la PlayStation 2, c'est un rêve de technophile, en fait. C'est-à-dire que là, Ken Kutaragi, il fait ce qu'il veut. Et la PlayStation 2, c'est un monstre, quoi. Quand elle sort, moi, je me souviens, je discute avec des développeurs japonais qui me disent « Non, mais c'est n'importe quoi, elle peut faire du 5.1, elle peut machin... » Il faut voir un truc, encore aujourd'hui, la PlayStation 2, sur certains aspects, était plus puissante que la PlayStation 3 qui viendra après. C'était une machine complètement maboule. Et surtout, là où ils étaient très très malins, c'est que ce soit la PlayStation 1 ou la PlayStation 2, Sony faisait tous ses composants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de hardware qui était fait par les autres. Là où la Saturn, etc., il y avait une puce de machin, une puce de bidule. Et ils maîtrisaient tout. Ils maîtrisaient tout. Donc très très vite, tu as des nouvelles machines qui sortent. Tu vois, t'as la PlayStation, tu avais la 1000, après tu as eu la 3000, tu as la 5000. Parce qu'ils changent les composants, ils les améliorent au fur et à mesure, et du coup, ça leur coûte de moins en moins cher de les fabriquer. Et donc, là où on part du principe que le business de la console, c'est tu perds de l'argent en vendant la console et tu te refais sur les jeux, Sony, très très vite, gagnait de l'argent, même sur les machines. Ce qui était nouveau à l'époque. Ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs de jeux vidéo, quand ils construisent une console, ils vendent à perte et en fait, ils récupèrent de l'argent sur les jeux. Et à l'époque, Sony réussissait à minimiser les pertes sur la PlayStation 1 et 2 parce que tous les composants quasiment étaient à eux. Et donc Ken Kutaragi, il s'éclate sur la PlayStation 2 et la PlayStation 2, il fait un truc super malin, elle lit les DVD. Et quand la console sort au Japon, elle sort en même temps que le DVD de Matrix,
qui était un phénomène de société mondial, hein, ce film, on peut le dire, l'impact de Matrix. Vous n'avez pas fait un dans la légende sur Matrix? Non, mais ça va. Ça va venir. Hein. Bien sûr. Et Sur le 1, c'est tout. Ouais. Et du coup, quand la PlayStation 2 sort, elle vaut 39 000 yens. Ça fait environ aujourd'hui l'équivalent de 300 € à peu près. Et donc, quand elle sort à 39 000 yens, un lecteur de DVD au Japon, c'est entre 60 et 100 000 yens. Donc c'est T'achètes une PS2, tu t'intéresses même pas aux jeux vidéo. T'achètes une PS2, t'as un lecteur de DVD très correct à la moitié du prix des autres. Donc, c'est incroyable. boum, voilà, ils en vendent 600 000 le premier jour. Voilà. J'y étais. C'était le jour de mon anniversaire. C'était le 4 mars 2000. Et voilà, il y avait des gens dans la rue à Akihabara. Les gens dormaient dans la rue pour la PlayStation. Enfin, il y a des images d'archives qui sont incroyables. Des gens qui viennent du monde entier pour faire la queue à Akihabara pour avoir la PlayStation 2. Elle sort combien de temps après en France? Un an après. Non, attends, elle sort en mars au Japon. En novembre. Et elle sort en novembre en fin France. d'année. Ouais, c'est ça. Oui, avec plusieurs mois de décalage. le fameux événement de chez Virgin. Le fameux Virgin où les gens se piétinent au Virgin Voilà, des Champs-Élysées justement, pour avoir la console. J'allais y venir. C'est un lancement en France où là, maintenant, on attendait la PlayStation 1, mais là, la PlayStation 2, c'est même plus une attente qu'il y a, c'est une folie. Oui. Ouais, c'est ma première précommande, d'ailleurs. Moi, je sortais du service militaire à l'époque. Je suis encore assez vieux pour cette époque. Et il y avait la Dreamcast que j'avais pour les GD-ROM copiés. N'incite pas au piratage. Voilà. Et évidemment, je l'attendais. C'était totalement dingue. Et il y avait cette première campagne de précommande qui, pour moi, c'était original en France. Maintenant, ça devient classique. Et on pouvait avoir un sac à dos en avance. On avait le bon pour le jour J. Aller la récupérer chez Micromania. Enfin, il y avait vraiment un événement. C'était un événement. On avait d'ailleurs peur de se la faire voler lors de la... Il y en a certains Oui, qui sont certains partis. se sont fait dépouiller et autres. Mais oui, non, il y avait une attente totalement dingue. Et surtout, il y avait cette promesse comme tu disais tout à l'heure, de jeux vidéo aussi beaux que les cinématiques. Il y avait même pas mal de rumeurs comme quoi les textures seraient pompées sur la technologie MPEG 2, qui était le système du codec du DVD. Donc il y avait vraiment cette folie autour de la console. Les missiles. Enfin, tout était... On en parle aussi, parce que la PlayStation 2, il disait qu'elle était tellement puissante qu'on pouvait détourner les composants de la PlayStation 2 pour détourner des missiles. Enfin, donc ça veut dire que même la presse économique et la presse politique commencent à parler de PlayStation en disant, vous vous rendez compte, elle est tellement balèze qu'elle peut guider des missiles. En plus, il y avait encore un climat. Alors, il n'y avait pas encore eu le 11 septembre, mais il y avait eu déjà quelques attentats et puis c'était un peu chaud la guerre du Golfe. Donc, du coup, les gens disaient, vous vous rendez compte, les États-Unis ont dit, il faut interdire que la PlayStation soit vendue dans les pays du Moyen-Orient et tout. Si. Enfin, je sais pas si il y avait des c'était serveurs, je crois, qui fou, récupéraient. Alors, je sais pas, ils faisaient des baies entières de PlayStation. Et je ne sais plus à quelle vocation. Pour faire des super calculateurs. Ouais, tellement la console était c'est Wargames. Voilà. Non, mais vraiment, c'était... Et donc, du coup, tu as envie d'avoir chez toi une machine qui peut piloter un missile, tu vois, c'est la classe. On n'a pas tous les mêmes envies, mais pourquoi pas, oui. Non, mais tu n'as pas envie de piloter un missile, mais tu te dis, je vais avoir... Oui, c'est le j'ai un summum de la missile dans mon technologie, salon, quoi. tu vois. L'association d'idées fait que c'est plus un truc d'enfant. Et puis, on revient sur l'objet high-tech aussi. Hein. Oui. Et puis les queues, ou la ruée du Virgin Megastore, on s'en souvient, où les gens, c'était dingue. Mais c'est aujourd'hui ce qu'il y a où il y avait, en tout cas, sur les sorties d'iPhone. Hein. Oui. C'est pas pour ça que c'est bien, mais c'est même peut-être un peu triste. Mais il y avait cet engouement pour la technologie, pour avoir le nec plus ultra de la techno. Ils ont réussi à cultiver ça, quand même, Sony. Exactement, ils ont cultivé ça, mais ils n'ont jamais oublié les joueurs. C'est-à-dire que sur PlayStation 2, pareil, on a combien de jeux? On a 10 000 jeux sur PlayStation 2? 4 ou 5 000, je crois. Quelque chose. Ah ouais, c'est déjà énorme, hein, c'est ce qu'il y a sur PS4. D'accord, et sur PS1, il y a combien de jeux? Je crois qu'il y en avait une où il y avait une bibliothèque de 10 000 jeux officiels. Peut-être beaucoup de jeux copiés ou de... non, mais peut-être sur 10 000, ça me paraît beaucoup. Sur PlayStation, après, comme il y a eu toute la partie développement indépendant. Natia Rose. Et en fait, peut-être que là-dessus, il y a eu plein de modes, de démos ou de mini-jeux. Il y a eu quelque chose de révolutionnaire à l'époque, c'était la rétrocompatibilité, les amis. C'est-à-dire que la personne qui achetait sa PS2 pouvait jouer à ses jeux PS1. Ça, c'était hyper malin, parce qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de jeux sur la PS2. Pareil, quand elle sort, la PS2, il n'y a pas de jeu. Il faut attendre un an, qu'il y ait les Onimusha, tout ça qui commence à arriver.
la PlayStation 2 sort, tu as Fantavision. Okay. Alors, Et tu as Ridge Racer, mais qui était déjà vieux. Il y avait quand même SSX. Enfin, moi, quand je l'ai acheté, j'avais SSX, c'était Kentag, et c'était déjà quand même des bonnes claques. Oui, mais c'était plus la révolution. Il faut attendre Onimusha et Devil May Cry pour vraiment te dire ok, j'ai la console la plus puissante dans mon salon. Mais par contre, après, c'est de la claque. Ouais, ça arrive. Ils ont tellement enchaîné. FF10. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est pas. On dit c'est grâce à Sony, mais en fait, Sony a juste créé un environnement favorable. Derrière, c'est les éditeurs qui se sont tirés la bourre. C'était tellement concurrentiel. C'était à celui qui ferait le plus beau jeu, le plus drôle, le plus éclatant, le plus. Donc c'est l'émulation et la compétition entre les éditeurs qui ont fait aussi qu'il y a eu des jeux absolument légendaires sur PlayStation 1 et 2. On a eu quand même GTA. Le jeu le plus vendu, c'est quoi? GTA San Andreas sur PS2, il me semble. Oui, c'est plus de 10 millions de copies. Voilà, c'est énorme. Oui, voilà, c'était 10 millions de copies pour GTA, c'est pas 10 millions de... Je suis fou. Et on a vraiment... En fait, on a la PlayStation 1, mais en mieux, en plus audacieux encore, avec Sony qui se repose pas sur ses acquis, au contraire, mais va... justement, encore y aller, encore et encore et encore. Est-ce que la PlayStation 2, c'est peut-être, jusqu'aujourd'hui, c'est pas la PlayStation la plus aboutie, on va dire Si. Enfin, pour moi, oui, clairement. C'est même, je pense, une machine qui n'aurait pas dû exister. C'est-à-dire que quand un financier regarde la PlayStation 2 à l'époque, il se dit « mais on ne peut pas sortir ça, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop compliqué, c'est machin ». Et c'est Ken Kutaragi qui est auréolé de son succès et qui fait « non, moi je veux ça, ça sera ça ». C'est une machine qui n'aurait pas dû exister, la PlayStation 2, en fait. Donc, et je pense que ça n'existera plus. Enfin, si, peut-être... Il y a des gens qui... Je ne l'ai pas démonté, moi, mais il paraît que la Xbox Series X, pareil, le contenu est complètement maboule. Mais en tout cas, voilà, la PlayStation 2... C'est un monstre. C'est un monstre. Voilà, dans tous les sens du terme. Non, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'elle était énorme, c'était un monolithe, elle avait un design fou, tout ce qu'elle contenait, tout ce qu'elle proposait. Enfin, c'est une console qui se connectait à Internet. La Dreamcast le faisait, mais elle va vraiment le démocratiser un peu. Tu pouvais mettre... Là, je vous trouve... attention, il reste que 5 minutes d'émission, mais je trouve que vraiment, la PlayStation 2, sur ce côté-là, je ne peux pas la sauver sur le côté Internet. Hein. Pas en France, mais au Japon, Final Fantasy XI, le premier MMORPG japonais, c'est Final Fantasy XI sur PlayStation 2, parce que la PlayStation 2, elle se connecte à Internet et tu peux lui mettre un disque dur. Oui, sauf qu'en France, on va devoir attendre longtemps. Ah oui, bien sûr, mais ça n'arrive pas. Parce que les serveurs sont gérés directement par les éditeurs, etc. Là, pour ce coup-là, ça a été très mal géré. Chose qui rattrape après. Sony aura voulu contrôler Internet, tu vois, parce que même eux ne peuvent pas, en fait. Quoi. Donc, ils sont venus dans les différents pays pour négocier directement avec les opérateurs, voir ce qu'il était possible de faire et tout. Ils posent quand même pas mal de bases sur PS2 que l'on retrouve après plus tard sur PS3. Après, il y avait Xbox à ce moment-là aussi. Mais même déjà, la Dreamcast avait déjà beaucoup Fantasy Star Online. Bien sûr. J'ai joué beaucoup en ligne sur Dreamcast. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Il nous reste que très peu de temps, il nous reste 2 minutes. J'aimerais appuyer sur le fait que en fait, Sony n'ait jamais cessé l'innovation. On en a parlé tout à l'heure. Hein. On a parlé du PSVR. Il y a eu l'iToy. On a eu aussi la PSP, qui est un immense succès, on peut le dire, hein, une console formidable. On a eu la PS Vita, qui est une portable, sans doute la meilleure console portable jamais conçue, qui n'a pas fonctionné, mais qui est un monstre de techno. Peut-être à l'instar de la PS2, du coup, peut-être une console qui arrive trop tôt. Trop tard. Trop tard. Oui, trop tard, mais trop tôt dans certains aspects, j'ai envie de dire. Mais trop tard, oui, pour le marché, oui. À cause des smartphones. Et qu'à un moment, on a tous une console de jeu dans notre poche. Donc, à un moment, sortir une console, j'ai envie de dire, même aujourd'hui, Nintendo a abandonné. Et pourtant, qui sont les maîtres du genre. Mais quand je disais trop tôt, c'est par rapport à la Switch. J'ai envie de dire, on était dans un... Enfin, j'ai envie de dire, la PS Vita... Technologiquement parlant, c'était presque une Switch. Tu pouvais la brancher sur la télé. Oui, il y avait tu pouvais déjà jouer le remote. Voilà, il y avait quand même. C'est une super console. Une super console. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, pour terminer votre conclusion, c'est quoi vos attentes sur la PS5 et sur le futur de PlayStation? Jean-François. Oula, c'est vaste sur le futur de PlayStation. Moi, je pense que la PlayStation 5 sera probablement l'une des dernières consoles de Sony. Voilà, puisqu'on va se diriger vers un monde de services, c'est, je pense, le sens de l'histoire. Donc on est sur les peut-être dernières générations de consoles
telles qu'elles existent. Ça me fait mal. Je pense que Microsoft, ils ont un train d'avance à ce niveau-là parce que justement, ils ont le Game Pass avec le xCloud et ils ont vraiment des technos. Puis il faut comparer ce qui compare. Microsoft, c'est une boîte juste énorme, hein, mais Sony, c'est une toute petite boîte. Demain, Microsoft pourrait décider de racheter Sony en faisant ça. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, je pense que là, on vit peut-être, là, la sortie de la PS5, j'ai presque envie de dire profiter. C'est peut-être la dernière fois qu'on déballera vraiment une console, puis après, on aura peut-être un service PlayStation dans sa télé, comme on a aujourd'hui Netflix, Prime. Voilà, pourquoi est-ce que. Parce que Google Stadia, voilà, on peut en dire ce qu'on veut, mais néanmoins, technologiquement, Google Stadia, c'est hyper performant. Donc, à un moment, ce que fait Google avec les serveurs Google, voilà, Sony aussi, ils ont aujourd'hui un service de jeu en ligne, qui s'appelle le PlayStation Now. Donc, en tout cas, toutes ces technos, elles existent. Donc, je pense qu'en tout cas, l'avenir n'est pas aux consoles. C'est la conclusion de ce débat sur les consoles, c'est que je pense que l'avenir n'est pas à la machine, mais qu'elle est au service et au contenu. Parce que justement, on s'abonnera à un service PlayStation, à un service Xbox, etc., pour accéder aux jeux auxquels on souhaite jouer, tout comme on s'abonne à Netflix, à Prime, ou à d'autres services. J'ai envie de pleurer. Johan, j'espère que tu es sur une note. Non, c'est désespérant, mais je suis entièrement d'accord. En fait, c'est la fin, je pense, de tout ce qui est hardware. C'est sans doute la dernière, peut-être, ou l'avant-dernière console PlayStation. Après, tout sera sur le jeu vidéo en lui-même, et exclusif ou non. On voit bien l'arrivée de PlayStation sur le marché du PC. C'est pas pour rien. Sony, de toute manière, n'a pas les reins assez solides pour ne pas aller voir ailleurs. La preuve. Et puis après, derrière, je pense l'expérience au global. En effet, toute la partie VR peut être intéressante. Ce n'est que le balbutiement, je pense. Il y a également toute la partie que Sony apporte avec la PS5, avec la DualSense, là où on sent qu'il y a une expérience supplémentaire. En tout cas, il y a des idées derrière de faire ressentir plus de choses, avec développer un gameplay parfois un peu différent. Après, il faut faire attention. Sony adore mettre des gimmicks comme ça au début d'une console. Il y avait le touchpad arrière, le six-axis, etc. Ça n'a pas forcément servi. Ça n'a pas forcément servi. Mais là, je dois avouer que pour avoir pas mal testé la PS5, il y a un potentiel, je pense, avec la DualSense, en espérant que ça soit suivi par les éditeurs tiers. La gâchette... les gâchettes haptiques, si je ne m'abuse, sont vraiment... Il y a énormément de choses sympas à faire, je pense. Très bien. Greg, le mot de la fin. Le mot de la fin, écoute, la PlayStation 5, je trouve que c'est un très bel immeuble de Dubaï. Je ne sais pas trop quoi en attendre encore, parce que déjà, moi, ce que j'attends, c'est de voir les ventes entre celles où il y a un lecteur de CD et celles où il n'y a pas de lecteur, et voir ce qui va se passer. Parce que ce qui a fait que Sony a gagné la guerre PS4, Xbox One, donc la génération précédente, c'est qu'ils disaient justement non, nous on n'est pas comme Microsoft, on continue à faire des jeux sur galette, etc., etc. Et puis on voit que maintenant c'est plus le cas. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que les gens continuent à être attachés à leur galette ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont préférer acheter la console qui est moins chère et tout démat ? Je pense que c'est ça aussi qui va... sceller, on va dire, l'avenir du jeu vidéo, et c'est en regardant ces chiffres de vente-là que les gros bonnets de chez Sony vont prendre une décision pour la PlayStation 6, finalement. Eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira, mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'on a encore de belles heures devant nous avec nos consoles PlayStation, et j'ai envie de dire bienvenue à la PS5, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Légende.